Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, comment c'était l'Eurovision cette année? Ah oui, bien sûr. C'est le passage obligé. Alors je rappelle quand même, l'Eurovision à l'origine, c'était quand même une compétition entre les pays européens. Compétition de la chanson. Et puis progressivement, c'est devenu aussi un outil politique, idéologique, revendicatif, militant. Alors surtout depuis quelques années, où je dirais, il y a eu des fois des propositions, pourquoi pas, de l'audace, toujours de l'audace, comme disait, je crois que c'était Danton, je crois qu'il disait ça. Moi je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il y a une année où il y avait un groupe suédois, je crois, un groupe de hard rock, mais alors complètement perché dans un style heroic fantasy ou un truc comme ça. Enfin ils étaient mais bardés, costumés, trucs comme ça. Là c'est très clairement, on était très loin de l'époque de Marie-Myriam ou même de ABBA, puisque je rappelle que ABBA, le fameux groupe suédois, avait gagné l'Eurovision. Mais il y a très très longtemps. Je crois que je devais être gamin d'ailleurs. Et puis petit à petit, évidemment, l'Eurovision, on en a fait aussi un outil de communication idéologique. À tel point qu'on y a intégré des pays, des pays qui ne sont pas dans l'Europe, comme Israël. Ah oui, non mais... Le mec qui a eu l'idée à un moment donné de proposer de faire rentrer Israël dans l'Eurovision, il ne s'est pas dit juste comme ça pour un esprit d'ouverture. On ne va pas rester cantonné à l'Europe, on va intégrer d'autres pays extérieurs à l'Europe. Bien sûr, pas de problème. Sauf qu'évidemment, il suffit qu'il y ait un conflit et que tout d'un coup, il y en a qui ont peut-être eu l'idée aussi de dire tiens, on va intégrer aussi la Palestine dans l'Eurovision. Et il n'y est pas d'ailleurs. L'Eurovision, donc aujourd'hui, est très clairement un support de communication idéologique. Et on l'a encore vu cette année. L'année dernière, il y a eu cette empoigne contre la chanteuse israélienne. Et cette année, la chanteuse israélienne, non content d'être dans le concours, non content d'avoir été sélectionnée dans la demi-finale, est aussi une survivante du 7 octobre. Donc évidemment, ça a encore une valeur encore plus symbolique. Donc il y a eu des manifestations, certains ont réclamé le boycott, certains ont demandé à ce que Israël soit éliminé d'office, toujours en lien parce que voilà ce qui se passe avec la Palestine, avec la bande de Gaza, etc. Bon, il y a eu un peu moins d'esbrouf à Bâle, puisque ça se passait à Bâle en Suisse. Résultat des courses, alors je crois que c'est l'Autriche qui a gagné. La France est 7e, ce qui est notable, c'était Louane, je crois, avec une chanson qui était particulière, puisque c'était une chanson qui était en l'honneur de sa mère, qui a disparu. Ça change quand même des époques où la France se retrouvait dans les 20e. Alors la Grande-Bretagne, par contre, la Grande-Bretagne, ils n'ont même pas eu de vote online. C'est-à-dire ce qu'on appelle vote du public, entre guillemets. Ouch. Et second, la chanteuse israélienne. Oui, alors là, on se pose des questions. Je veux dire, comment des gens peuvent voter pour la chanteuse israélienne? C'est-à-dire que c'est des gens qui sont méchants, c'est des diables, c'est des gens qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de sensibilité. Non, c'est tout simplement parce que ce sont des gens qui légitiment le droit de choisir.
la liberté de choix. Donc évidemment, c'est une grosse claque pour toutes les associations, les groupes qui ont organisé les manifestations pro-Palestine, parce que voilà, oui. Encore, Israël aura été dans les 20e, encore. On aurait pu dire oui, vous voyez, le boycott a fonctionné. Mais non, même pas. Elle est 2e. Elle est sur le podium. Oups. Et puis aussi, l'Eurovision, c'est aussi un support de communication très clairement LGBTQ+. D'ailleurs, ça me fait penser, le chef d'orchestre de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, dont le nom m'échappe, et pourtant c'est un Rouennais, ville d'où je viens également, Monsieur Rossignol, maire de Rouen, a trouvé l'idée géniale de confier les festivités du 14 juillet de cette année. Joly, voilà, c'est Emmanuel Joly, je ne sais plus. Sauf qu'évidemment, au conseil municipal, il y a quand même des gens qui ont voulu savoir, oui, ok, on est d'accord, mais combien ça va coûter la petite plaisanterie là? Et évidemment, il y a beaucoup de Rouennais qui se disent, attendez, nos impôts locaux, ils vont quand même pas augmenter de 0,5 ou 1% pour payer un mec juste pour avoir la joie de lui filer les festivités du 14 juillet à Rouen. Enfin bref. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que tous ces domaines sur lesquels on a mis de l'excès de confiance, de l'excès de communication, et l'Eurovision encore cette année, alors je ne sais pas si les audiences ont été extravagantes ou au contraire sont en baisse, etc. Moi personnellement, j'ai jamais regardé l'Eurovision, ça me fait chier. C'est pas ma cam, comme dirait l'autre. Et aussi parce que, à cause de ça, à cause d'essayer de cette volonté de te glisser de l'idéologie par derrière. Donc, tout ce qui est aujourd'hui considéré comme acquis en matière de com, en matière de soutien, de support, de promotion, de propagande, ça a l'air d'un petit peu de s'essouffler. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que quelque part les gens commencent peut-être à en avoir un petit peu ras le cul de se faire assassiner comme ça constamment c'est comme les pubs. Vous avez remarqué, les pubs aujourd'hui, on croirait qu'il y a la moitié de la population qui est de couleur. C'est-à-dire que la diversité est tellement mise en avant qu'elle est partout. Il y a un moment donné où la diversité, il faut se rendre compte qu'elle est aussi une minorité. Donc qu'on la mette en avant à petite dose, juste pour qu'il y ait une représentation, juste pour qu'il y ait une constance, mais la mettre systématiquement partout, c'est une culture anglo-saxonne. Ici aux États-Unis, c'est ça. C'est la diversité, les minorités qui sont partout. À la télé, dans les films, dans les séries télé, dans les émissions, dans la publicité. Sauf que aux États-Unis, les communicants sur certains produits savent que vaut mieux cibler une clientèle blanche ou une clientèle noire parce que c'est un produit ou c'est un sujet qui les concerne plus particulièrement. Vous avez certaines, par exemple, certains médicaments pour lesquels il y a des publicités. On sait que c'est des médicaments qui sont souvent utilisés pour soigner certaines pathologies un peu spécifiques aux personnes afro-américaines. Donc la publicité, il n'y a que des blacks.
Vous avez des produits, par exemple, des produits traditionnels de l'Amérique rurale. Je pense par exemple à tout ce qui est viande, BBQ. Vous verrez plus souvent du blanc. En revanche, tout ce qui est frit, tous les produits frits, etc. Là, par contre, vous allez voir beaucoup de blacks. Pourquoi ? Parce que les blacks adorent les plats frits. C'est du ciblage. Donc, aux États-Unis, même si la diversité et les minorités sont très présentes un peu partout, il existe quand même un ciblage. Alors qu'en France, j'ai l'impression qu'en fait, c'est systématique, on met tout et n'importe quoi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub à la con, où pour une société de sécurité, où vous avez un couple métis, et le cambrioleur est un vieux blanc patriarcal. Tout comme les affiches pour lutter contre les harcèlements, etc. C'est bizarre, hein, c'est que des blancs, les harceleurs. Il n'y a pas de rebeux, il n'y a pas de black. Donc, il y a bien une volonté de mettre en avant les minorités dans des aspects positifs, mais pas négatifs. Le négatif, on n'utilise que le blanc. Donc, l'Eurovision, c'est exactement pareil. C'est que l'Eurovision est devenu un support de communication pour les idéologies, des minorités de genre, etc. Et pour revenir donc à Israël qui a remporté la 2e place, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, il y a des vidéos où j'ai expliqué ce que je pensais, parce que peut-être vous êtes curieux de savoir ce que je pense de la situation entre la Palestine et l'Israël. Ma position, c'est celle qui est la plus authentique, la plus réaliste, qui n'est pas partisane. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être partisan. Ou alors, c'est un choix. On a le choix de défendre la Palestine et les Palestiniens, on a le choix de défendre Israël et les Juifs. Sauf que moi, je vous dis, ma position, elle est la suivante, c'est que de toute façon, dans les deux camps, tant qu'il y aura des extrêmes, tant qu'il y aura des nationalismes, tant qu'il y aura des ambitions de faire disparaître l'autre, parce qu'il y a ce grand projet d'un côté du Grand Israël et de l'autre du Grand Califat, même si, très honnêtement, on se rend compte que les Palestiniens ne sont pas trop en odeur de sainteté au sein même du monde arabe, arabo-musulman, donc Moyen-Orient. Parce que les frères arabes musulmans, les frères maghrébins musulmans, les frères malaisiens, asiatiques musulmans, on ne les voit pas beaucoup. Alors oui, ils s'expriment. Ouais, c'est pas bien. C'est pas bien de tuer des Palestiniens. C'est pas bien de tuer des enfants, c'est pas bien de tuer des femmes. Mais de toute façon, on va être très clair. Tant qu'il y aura le Hamas alimenté par la haine et l'antisémitisme du juif, parce que le juif a volé la terre de Palestine, alors que la Palestine n'a jamais été un pays, c'était une région, c'était un territoire qui a été administré par différentes puissances, par différents empires. Mais une Palestine souveraine, territoriale, avec une constitution, avec un peuple souverain, avec des frontières, n'a jamais existé. C'est un peu comme l'Ukraine, c'est pareil. Je vous l'ai déjà dit. Et je le répéterai toujours pour que vous compreniez bien la complexité de l'histoire de ces régions, mais qu'évidemment on simplifie pour des idées humanistes, droits de l'homiste, la Crimée appartient à l'Ukraine. Oui, elle appartient à l'Ukraine parce qu'un jour, il y a un mec qui s'appelle Khrouchtchev, qui était premier secrétaire du Parti communiste soviétique, qui s'est dit, tiens, l'Ukraine, je vais leur filer la Crimée. Ils s'en foutaient puisque l'Ukraine appartenait à l'Union soviétique.
C'est pas un pays. Donc après que historiquement on veuille garder ce territoire dans l'Ukraine, ça pareil, c'est un débat. Mais c'est un débat que des gens ne veulent pas que vous compreniez que ça peut être un débat. Donc de toute façon, on va être très clair. En l'état aujourd'hui, des pouvoirs qui sont en place, il n'y a pas de paix. Pour résoudre le problème, il faut qu'il y ait un interventionnisme international, c'est-à-dire une mise sous tutelle de l'ensemble du territoire, de telle manière à ce qu'on maintienne, on crée, alors en effet on peut créer un État palestinien, mais il faut réguler les deux. Mais les laisser, non, Israël, vu toute l'influence, je vous ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir dessus, donc c'est indémerdable. Donc voilà, moi je l'ai dit dès le 8 octobre dans une vidéo, après l'attaque du 7 octobre, je l'ai dit, c'est une liquidation. Une liquidation de la bande de Gaza, une liquidation de la Cisjordanie. Point. Maintenant, si vous ne voulez pas que ça se passe parce que vous trouvez ça pas normal, vous trouvez ça injuste, vous trouvez ça inhumain, etc., dans ce cas-là, posez-vous la question pourquoi la communauté internationale ne fait rien. Ou quasiment rien. Alors il y a certains, oui, mais non. Donc c'est indémerdable. En l'état aujourd'hui, je vous le dis, il n'y en a qu'un des deux qui doit disparaître. Attention, maintenant, c'est vous qui voyez, c'est vous qui pensez, c'est vous qui imaginez la chose, mais moi je ne suis pas partisan que ce soit Israël qui disparaisse, comme je ne suis pas partisan qu'on déporte les Palestiniens parce qu'Israël a décidé d'occuper et de prendre possession des territoires. Mais voilà, après, moi c'est ce que je pense. Après, moi je suis qu'un petit individu. Et après, quand on vient me voir en me disant oui, mais il faut que tu prennes parti. Tu prends parti, t'es quoi? T'es pro-israélien ou t'es... Je dis non. J'estime avoir ce droit fondamental et cette liberté de choix de dire je ne prends ni parti pour les uns ni pour les autres. Pourquoi? Parce que le sujet est complexe. Mais comme aujourd'hui on est dans une politique de communication, de simplification, où on vous impose de faire un choix de oui ou non, de pour ou contre, on alimente les extrêmes en fait. On alimente les extrêmes, on alimente les colères, on alimente les haines. Et puis un jour, ça va mal finir. C'est tout. Tout simplement. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites attention. Et bougez au pied du mieux.